Panama Papers, une affaire qui a fait grand bruit, qui a fait le tour du monde et présentement a déposé ses valises au Togo avec l'implication présumée au réel du Premier ministre togolais, Selom Komi Klassou, dont beaucoup de partis politiques, d'organisations de la société civile et même des journaux de la presse togolaise demandent la démission. Nous parlerons de ce sujet dans cette émission. Alors, une affaire qui aurait peut-être une relation avec le remaniement ministériel intervenu le 1er août prochain. En tout cas, c'est une question que je me pose et que je poserai tout à l'heure à mes deux invités. Professeur Perkouma, voilà, vous êtes secrétaire général de l'ADI, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, un parti qui demande notamment la démission du Premier ministre Selom Klassou. Je rappelle que vous avez fait une conférence de presse le 2 août dernier pour demander la démission du Premier ministre, alors même que aucune enquête n'établit formellement que le Premier ministre togolais est impliqué dans cette affaire dans laquelle la presse le voit. Tout à fait, effectivement, le lundi, nous avons fait une conférence de presse suite aux révélations, aux allégations d'implication d'autorité de ce pays dans ce qu'il est convenu d'appeler le scandale dans l'industrie extractive au Togo à travers l'entreprise Wasem. Et pour nous, les révélations qui ont été portées sur la place publique par la presse togolaise, relayées par le journal Le Monde, étaient d'une gravité que nous avons jugé qu'il y a beaucoup d'éléments qui mettent le Premier ministre du Togo en porte-à-faux avec la participation dans cette entreprise-là. Nous allons certainement éplucher les éléments un à un et en discuter. Cette émission. Tout à fait. Merci beaucoup, docteur Perkouma. Voilà. Dimas Dikodo, le second invité dans cette émission. Dimas Dikodo, journaliste, qui est le directeur de la publication du quotidien privé Forum de la semaine. Dimas, merci d'être là. Je vous en prie. Il faut dire que l'affaire fait grand bruit présentement et c'est notre confrère L'Alternative qui a mis cette affaire sur la place publique. C'était le 26 juillet dernier. Le lendemain, c'est le journal français Le Monde qui révélait donc ce qu'on peut qualifier d'évasion fiscale avec notamment le Premier ministre Selom Klassou et d'autres personnalités, même si elles ne sont pas politiques, celles-là qui seraient impliquées dans ce scandale d'évasion fiscale. Qu'est-ce que vous en savez, vous, au niveau du journal Forum de la semaine? Non, actuellement, nous sommes en train de faire un certain nombre de recoupements pour pouvoir aussi sortir un certain nombre de choses sur le sujet. Mais les éléments que nous avons actuellement ne nous permettent pas d'aller sur le même terrain que nos confrères en affirmant qu'il y a des évasions fiscales au Togo où le Premier ministre serait impliqué. Pour nous, les accusations sont extrêmement graves, mais très très légères et sans fondement. Donc, ce n'est pas quelque chose de fiable. Dimas, quand on se rappelle que l'affaire Panama Papers a fait, je l'ai dit dans mon introduction, un grand bruit à travers le monde, où on a vu même des personnalités éminentes de la planète qui sont impliquées. On a aussi vu que cela a failli ébranler l'ancien Premier ministre britannique David Cameron. Heureusement qu'il s'est vite, en tout cas pas qu'il s'est vite, mais la transparence dont il a fait preuve l'a finalement sauvé de justesse. Alors, est-ce que vous estimez que les accusations que la presse ou les éléments que la presse affirme détenir par rapport à l'implication du Premier ministre togolais dans le scandale d'évasion fiscale de Panama Papers sont légers, ces éléments-là? Très très légers. Surtout qu'on n'arrive pas à nous démontrer en quoi est-ce que l'évasion fiscale est constituée dans cette affaire précise. Alors à tous les niveaux, à tout bout de champ, il y a des papiers qui prouvent que les fonctionnaires ou tous ceux qui gèrent Wasem jusqu'à la société elle-même paient des impôts. Paient des impôts de façon légale et de façon due. Et donc, venir dire qu'il y a évasion fiscale, il faudrait qu'on nous dise ce qu'on met dans évasion fiscale d'abord. L'évasion fiscale a deux sens. Le premier sens, c'est quand quelqu'un se débine de payer les impôts et les taxes pour un pays. Alors, ne paie pas du tout, ou la personne paie à minima les impôts. Ah, pour le cas de Wasem, ça n'a jamais été le cas. Alors, c'est quoi le cas alors? Alors, le cas, c'est que si vous consultez tous les livres comptables de
de recouvrement de l'OTR, vous allez voir que Wassem est en règle avec le fisc togolais. Le problème ne se pose pas. Vous savez que sur chaque actionnaire, quand les dividendes sont répartis, il y a 13% qui sont prélevés directement à la source là-bas pour verser comme impôt. Après, les recettes effectuées, les bénéfices effectués par la société elle-même, on extrait 29%. D'accord. J'aimerais aller jusqu'au bout. D'accord, rapidement. 29% comme taxes et impôts qu'on verse à l'ETR. Alors, à tout bout de champ, que ce soit au niveau des individus qui pilotent Wassem, que ce soit au niveau de la société, mais les gens sont à jour en matière de règlement de leurs taxes et impôts dans le pays. Donc à partir du moment où on va parler d'évasion fiscale. Non. Alors professeur, maintenant, est-ce qu'on peut nous dire, est-ce que des gens ont investi dans des paradis fiscaux? C'est-à-dire certains fonctionnaires de Wassem ont pu investir dans des paradis fiscaux. Je dis que c'est possible. Mais là où est le problème, ça ne concerne pas le Togo. Très bien. C'est leur propre fonds, c'est leur propre bénéfice qu'ils vont investir dans les paradis fiscaux. Ailleurs. Ça, le problème n'engage pas les Togolais. Très bien, on comprend Dimas. Alors, docteur, voilà, il faut rapidement rappeler ce que c'est que Wassem. Wassem, c'est le West African Cement, qui est une industrie minière qui produit du ciment, en tout cas qui extrait du calcaire, qu'on transforme en clinker pour produire du ciment au Togo, et d'ailleurs lequel clinker est exporté. Alors, il est dit que le Premier ministre est impliqué dans ce scandale d'évasion fiscale. Dimas vient de démontrer qu'il n'y a pas eu évasion fiscale. Je ne sais pas si cela vous convainc. Même si cela ne vous convainc pas, est-ce que le Premier ministre, oui ou non, n'a pas des actions ou une action au sein de la société? Je voudrais dire que je ne serais pas aussi affirmatif qu'il n'y a pas d'évasion fiscale. C'est pour ça que nous avons dit, pour que l'opinion publique soit située sur les responsabilités des uns et des autres, il faut qu'il y ait une enquête parlementaire. Parce que pour nous... N'empêche que vous demandez déjà... Si, nous allons expliquer pourquoi nous demandons... On n'a pas les résultats. Non. Nous allons dire pourquoi nous demandons la démission du Premier ministre. Je dis, sur les révélations de fraude et d'évasion fiscale, nous avons demandé à ce qu'il y ait une enquête parlementaire pour situer les responsabilités. Parce qu'il s'agit des richesses du pays. Et ces richesses du pays... Ce n'est pas bien que les responsabilités soient situées d'abord avant qu'on... Non, pas du tout. Parce qu'il y a déjà des éléments sur lesquels il y a des conflits d'intérêts. Le premier élément, c'est quoi? Wassem serait encore sous les statuts de la zone franche. Alors que étant une industrie extractive. Alors que si on prend la loi numéro 2011-018 du 24 juin 2011 portant à statut de la zone franche industrielle, Wassem, en principe, ne devrait plus être. Wassem est exclu parce que l'industrie extractive minière est exclue par le dit statut. Non. Tout à fait. C'est ce que j'ai sous la main, c'est ce que dit la loi. Wassem est créé quand? C'est ça la question, professeur. Oui, mais ce n'est pas une question de Wassem est créé quand. Bien sûr. On dit, à partir de 2011, toute industrie extractive, toute entreprise extractive doit sortir, même si elle l'était, du cadre. La loi non, mais si, on ne peut pas. La loi n'a pas dit que même si elle l'était déjà... Oui, mais en tout cas, ce que j'ai sous les yeux ici... Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si vous avez dans le même pays une loi et vous laissez que certaines industries, certaines entreprises extractives jouissent du statut... Et échappent à la fiscalité. Parce que jouissant du statut d'entreprise de zone franche, il y a un problème. Il y a un problème. Et donc, c'est pour ça que nous avons dit qu'à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il y a déjà une faute grave. Parce que les autorités de ce pays ne peuvent pas laisser que des entreprises qui se trouvent dans le secteur des mines continuent par bénéficier, je dis bien, continuent par bénéficier des privilèges de statut de la zone franche. Et donc, voilà un premier élément qui nous scandalise. Parce que vous savez qu'il y a l'initiative
pour la transparence des industries extractives, laitier, qui a commencé son processus de régularisation, d'assainissement de ce secteur des mines dans notre pays, et qui a révélé dans tous les rapports qui ont été produits jusqu'à ce jour beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup de manquements dans ce secteur-là. Et le deuxième élément, le Premier ministre est quand même qualité le président du Conseil national de supervision de l'ITE. Ce qui veut dire qu'il doit avoir une bonne connaissance de ce secteur-là, de ce dossier. Voilà pourquoi nous disons que un premier élément, celui qui est chargé de gérer les biens publics, d'organiser la gouvernance de notre pays, est actionnaire dans une entreprise qui est taxée de pratiquer l'évasion fiscale. Ça veut dire, c'est pour ça que nous précisons que ce n'est pas le fait de détenir des actions qui posent problème, qui posent a priori problème, mais c'est le fait que ce soit dans une entreprise qui pratiquerait l'évasion fiscale, dans une entreprise qui ne respecte pas la loi de 2011. Donc voilà, je vous prends au mot, parce que là, vous mettez tout ça là au conditionnel. Vous dites une entreprise qui pratiquerait. Ça veut dire que pour le moment, vous n'avez même pas encore d'éléments sûrs qui vous rassurent aujourd'hui, oui. Il a dit que non. Il dit que voilà, alors si vous n'avez pas d'éléments sûrs, pourquoi vous demandez la démission du Premier ministre? Non, vous savez, je pense que nous ne parlons pas d'un Togolais lambda. Nous sommes en politique. Et en politique. Attendez-moi, laissez-moi les accusations. Laissez-moi juste aller jusqu'au bout. Vous avez la parole, professeur. Tout à fait. Mais si les accusations qui sont formulées à l'encontre du Premier ministre n'ont pas de base, c'est-à-dire que ne sont pas fondées, est-ce que vous êtes en droit de demander sa démission, même si nous aurions aimé que le gouvernement communique dessus? Très bien. Alors, Dimas? Non, jusqu'alors, même les papiers d'alternatives ne parlent pas de Ouassem en tant que société qui pratiquerait des évasions fiscales. On a parlé des fonctionnaires de Ouassem qui auraient des actions dans des paradis fiscaux. Et c'est en ça où il déduisait que voilà, il n'est jamais établi que Ouassem pratique des évasions fiscales. Et d'autant plus que Ouassem paie les 29% des impôts dus, comme toute société imposée sur les bénéfices, sur les revenus. Et donc, ça se fait. C'est du concret. Ça peut se vérifier au niveau de l'OTR. On ne doit pas faire de l'esprit dans cette histoire. Quand le problème se pose, s'il y a une investigation en bonne et due forme, comme vous le demandez, qui devait se poser, on va se référencer au niveau des documents de l'OTR pour voir si cette société est en règle avec le fisc togolais ou pas, avant de parler d'évasion fiscale. Si tel est que les investigations de nos confrères étaient réellement dirigées vers ce sens, et qu'on nous dise qu'on consulte les cahiers de l'OTR et qu'on voit qu'il n'y a pas de règlement fiscal au niveau de cette société et qu'on dise que les gars ne sont pas en règle avec le fisc togolais, on peut parler d'évasion fiscale. Alors, Dimas, jusqu'alors, le problème ne se pose pas à ce niveau parce que si vous vérifiez actuellement, c'est pas parce que c'est le monde ou l'alternative qui a passé que c'est vrai. La vérité se trouve au niveau des documents de l'OTR. Et si les documents de l'OTR ne disent pas que les gars ne sont pas en règle avec tout ce qui se dit, c'est du faux. Alors il faut dire que l'enquête a été réalisée par l'alternative et l'African Network of Center for Investigative Reporting, en coordination avec le Consortium international des journalistes d'investigation. Oui, je crois quand même que... Est-ce que vous avez une fois vu un seul document de l'OTR cité dans cette histoire? De toutes les façons, il n'y a pas de fumée sans feu quand même. Je n'en sais rien. On ne peut pas inventer tout ça là contre le Premier ministre quand même. Attends, pour le Premier ministre, j'en viens. Si les gens sont en règle avec le fisc, qu'est-ce qu'il peut démontrer? Quelle société peut démontrer que ceux-ci sont en règle ou non avec le fisc? Aujourd'hui, il y a un service central, c'est l'OTR, l'Office togolais des recettes. Alors, si on ne cite aucun document de l'OTR, et si on ne consulte pas l'OTR pour voir si les gars sont en règle avec les fixes ou pas, et on nous dit qu'il y a ça, il y a problème. Ça, c'est un. De deux, le cas du Premier ministre.
Le Premier ministre a acheté des actions. Et combien d'ailleurs? 500 actions. Même si c'est une action, hein, même si c'est une action. Je m'en fiche. À raison d'environ 5 millions. Et ce n'est pas un actionnaire, n'est pas un gestionnaire de société. Et on nous parle de conflit de compétences. Mais quand le président Roch Marc Christian Kaboré Du Burkina Faso, du Burkina a fait cette déclaration des biens, mais il a dit que j'ai des actions de telle société. Alors, il a même dit qu'il a des actions dans Ecobank. Mais qui lui a dit de céder les actions là pour éviter les conflits de compétences? On ne peut même pas lui dire, parce qu'il est homme d'affaires. Il vit de ça. La politique, ce n'est qu'un tremplin. d'accord. Et donc, il n'y a aucune loi de la République, ni au Togo, ni ailleurs, qui exige à ce que si tu es actionnaire, tu peux céder tes actions quand Alors, tu deviens donc quoi. voilà, je crois qu'il y a un Existe. problème d'interprétation. Non, finalement, aucune loi n'existe parce que dans ce effectivement, il y a l'article 76 de la Constitution togolaise qui fait, en tout cas, qui interdit, par exemple, au président de la République, au Premier ministre, aux hauts fonctionnaires de l'État, d'avoir ou d'exercer des fonctions ou des professions qui sont incompatibles. Alors, est-ce que détenir une action dans une société, dans une entreprise, est une fonction, est une profession, pour que, voilà, c'est une fonction pour que cet article 67 de la Constitution soit applicable dans ce cas-là? Nous n'avons pas appliqué cet article au Premier ministre. Nous avons relevé... Vous, au niveau de Adi, Nous avons relevé des éléments qui sont cohérents d'un conflit d'intérêts. C'est pour ça que nous parlons de conflit d'intérêts, pas de conflit de compétences. Je voudrais dire à Dimas de ne pas être très affirmatif, parce que dans les publications, il s'agirait d'un mécanisme qui lie Ouassem à d'autres entreprises appartenant au même propriétaire, et que c'est à travers ce créneau que cette évasion se déroulerait. tout à fait. C'est pour cela que nous disons que, ayant connaissance d'une telle révélation, en tant qu'homme politique, il est normal pour nous de demander à ce que ceux à qui nous avons confié la gestion de notre patrimoine nous disent et situent l'opinion sur de quoi il s'agit. Et donc, il est très important de ne pas faire l'amalgame entre posséder les actions et la demande de démission du Premier ministre. Non, attendez. Nous avons été très clairs là-dessus. Donc, en clair, pour vous résumer, si je vous pour comprends nous, bien, nous avons dit, oui, en termes d'éthique, oui, le Premier ministre peut démissionner pour rassembler les pièces et procéder à sa défense. Deuxième élément. Non. Si. C'est un peu trop facile. Non, c'est pas trop facile. Voilà, Dimas. vous démissionnez. Oui. Le fait de détenir des Non, actions. c'est pas le fait de détenir. Là, ça veut dire qu'on ne se comprend pas. pour résumer, non, Ce pour n'est résumer pas sa le pensée. fait de détenir Pour résumer les sa pensée. actions. Docteur, voilà. Il Moi, parle je de vous ai... conflit d'intérêt. Non, il faut qu'on s'entende bien. Moi, je vous ai bien compris. Non, Non, moi, je l'ai bien compris. Tout à fait. Je l'ai bien compris parce que pour résumer sa pensée, il disait que le Premier ministre, en tout cas, a dit, n'attaque pas le Premier ministre, ne demande pas sa démission parce qu'il détiendrait des actions ou non, mais pour la simple raison que la société Ouassem, c'est un système, ou ce serait un système qui permettrait à d'autres sociétés dont le Premier ministre et d'autres personnes seraient les détenteurs, et c'est à partir de ce système-là. Ce qui est faux, ce qui n'est pas vrai. Je dis, Ce qui n'est pas vrai. Ouassem entretiendrait des relations avec des sociétés qui appartiennent aux propriétaires de Ouassem. Tout à fait. C'est ce qui est dit dans la publication. Et donc, ce que nous disons, le fait que le Premier ministre soit d'abord actionnaire d'une société extractive qui continue de bénéficier du statut de la zone franche, c'est un problème. Et pour vous, il doit démissionner. Non, attendez. Sur ce point précis. Ouassem a été créé en 1995. En ce moment, c'était dur. C'est des moments de conflit et autres. Pour pouvoir faire ramener les investisseurs dans notre pays, il faut voir le contexte. Il faut leur donner un certain nombre d'avantages. Il y a des moments à trouver le créneau de la zone franche pour faire attirer un certain nombre d'investisseurs. Parce que vous allez bénéficier d'un certain nombre d'avantages et qui sont constitués en réalité
des diminutions d'imposition et des taxes sur un certain nombre de produits. Mais c'était dit dans leur loi là que à partir de 10 ans après, ces avantages tombent et vous commencez par payer les impôts comme toute autre, comme toute autre société qui sont en dehors de la zone franche. Et vous avez vu que de 1995 à 2005, les 10 ans sont passés. Et Ouassem ne bénéficie plus de ces avantages-là. Ouassem paie les taxes. Et je vous disais que même sur les revenus, on prélève les 29% là comme impôts et taxes. Et oui, Ouassem mais paie les taxes sur quoi là? Monsieur Dimas, Donc, vous confirmez qu'au jour d'aujourd'hui, Ouassem ne jouit pas du statut de la zone franche? C'est ce que je vous explique. Je veux que vous le confirmez. Non, premièrement, oui. la loi ne rétroagit pas. Nous n'avons pas parlé de rétroactivité. Nous n'avons pas parlé de rétroactivité. Nous avons bien dit à partir de 2011. J'aimerais terminer. Oui, à partir de 2011. Non, cette loi n'a pas dit à partir de 2011 que toutes les industries, même précédemment créées, doivent se transformer en quoi là? Je vous ai lu la loi. La loi dit oui. Sont exclus du présent statut, c'est-à-dire du statut du numéro 2011-018 du 24 juin 2011, sont exclus du présent statut les entreprises d'exploitation minière. Voilà. Donc, ce qui veut dire, la loi disposant, attendez, monsieur Dimas, la loi disposant pour l'avenir, à partir de 2011, Ouassem devait être sorti du statut de zone franche. Ça, il faut qu'on le reconnaisse. Non, ça c'est un autre débat. Oui, non, c'est un débat. Parce que si on est dans les zones franches en 2011, oui. La loi, en tout cas le statut sur lequel Ouassem fonctionnait jusqu'à la... devait changer. Non, si Ambroise, oui, mais même si tel est le cas, à partir du moment où 10 ans après, la société ne bénéficie plus des avantages liés à la zone franche. Oui, elle bénéficie des avantages. Non, si il y a eu des allègements. Si tel est le cas, Ouassem n'allait pas payer ses impôts. Comme elle le paie maintenant. Selon les révélations, Ouassem jouit encore du statut de zone franche. Oui. Si vous l'affirmez que ce n'est pas le cas, moi je pense que les enquêtes parlementaires qui vont être diligentées, nous situerons. Parce que c'est très important. Sur ce, nous devons informer et situer l'opinion publique. Merci beaucoup. Alors sur ce sujet, moi j'ai une inquiétude et en même temps une préoccupation. L'affaire fait grand bruit. On accuse un Premier ministre d'une République d'être impliqué dans un scandale. Je ne parlerai pas d'évasion fiscale. Faussement. Je ne refuse pas. Que cela soit fondé ou erroné, je crois que l'affaire est suffisamment grave pour que le gouvernement puisse communiquer là-dessus. Alors, le silence... Est-ce que le silence... Ça regarde oui, mais est-ce que le silence entretenu par le gouvernement sur cette affaire-là n'est pas révélateur de quelque chose? En fait, c'est le silence. Est-ce que ce gouvernement a l'habitude de parler? Oui, mais est-ce que c'est une bonne chose? Mais est-ce que tu ne trouves pas que ne pas communiquer suffisamment? Est-ce que ce gouvernement a l'habitude de communiquer? C'est sur cette affaire qu'il a refusé de communiquer pour qu'on dise que ça cache quelque chose? Non. Pour moi, il y a deux choses. Devant, quand quelqu'un observe un silence, c'est deux choses. Qui ne dit rien constant, c'est ça? Il y a ça, ou ça peut être un signe de mépris, parce que ce qu'on me reproche n'est pas du tout fondé. Et moi... Comme pour dire, on répond à un imbécile par le silence? Oui, mais on peut l'interpréter comme on veut. Mais au sommet de l'État, le sommet de l'État, je n'ai pas fait cette interprétation. Ah oui, bon, là, il est libre de le faire lui aussi pour dire que quoi là. Mais moi, je me dis que si je me mets à leur place, je me dis que tout ce qui est dit, ça aurait pu être quelque chose de fondé, que je vais essayer de répondre. À partir du moment où je suis convaincu que ce n'est pas fondé, je ne réponds pas, surtout que l'enquête est légère. Je dis que l'enquête n'a même pas consulté les livres de l'OTR pour voir si Ouassem est en règle avec le fisc. Rien n'est fait dans ce cas-là. Et puis on dit qu'on a découvert une société. Une société avec laquelle Ouassem serait en relation et que cette société est basée dans un paradis fiscal. Un paradis fiscal, en réalité, c'est quoi? Vous êtes bien situé pour nous. Et cette société livrerait... Le paradis fiscal, c'est quoi?
Le paradis fiscal, c'est un pays où il y a moins de taxation et d'imposition. C'est tout. C'est pas quelque chose de... Pas seulement ça. Mais ce n'est pas aussi... Non, ce n'est pas pour autant qu'il faut le minimiser. Comment minimiser ou pas minimiser, ça fait quoi? Ce n'est pas seulement un pays où la fiscalité est minimisée, mais c'est un pays qui ferme les yeux sur certaines règles fiscales. Et après? Oui, mais quand vous le dites, c'est comme si... Non, attendez. Quand vous le dites ainsi, c'est comme si c'est un pays qui fait tout de façon claire et qui a juste les taux bas de fiscalité. Où est-ce que la question de fiscalité a été claire dans quel pays? Alors, messieurs, je crois que nous avons un autre sujet, inscrit à l'ordre du jour de cette émission. Oui, rapidement, Dimas. Quand Gérard Depardieu dit qu'en France, il y a trop d'impositions, il cherche un paradis fiscal et il va en Russie. Quoi le problème? C'est Poutine même qui lui a donné le passeport. Oui, le passeport. Quand nous prenons le cas de Johnny Hallyday, si les Togolais ne sont pas d'accord que le Premier ministre aille vivre en Russie, ou que les actionnaires qui veulent... Les exemples est-ce que le Premier ministre ne paie pas les impôts? Les exemples que... le Premier ministre ne paie pas les impôts. Sortez-moi les documents que le Premier ministre... Je n'ai pas dit le Premier ministre. C'est les exemples que vous donnez. L'exemple que je donne. Quand vous donnez un exemple... par rapport au paradis fiscal. Oui, mais nous parlons du contexte togolais. Si nous prenons le contexte togolais... Nous parlons du contexte togolais. Et nous disons que le Premier ministre n'est qu'actionnaire. Personne n'a dit quoi que ce soit. Ça, c'est pas un problème. La gestion dans une société qui est dite... cette société-là n'engage pas le Premier ministre. Merci. Alors, Dimas, voilà, je vous ai compris oui, parce que oui, on a d'autres sujets. Nous avons d'autres sujets. Nous n'avons jamais dit que le Premier ministre est gestionnaire. Mais nous disons qu'il va être responsable d'une gestion qui est faite d'une société dont il n'est pas gestionnaire. Parce que cette société est une société extractive et qu'il est le président du Conseil national de supervision stratégique et politique. Parce que, si cette entreprise jouit des statuts de la zone franche, c'est déjà un problème. Alors, docteur, voilà, j'ai une question pour vous. Alors, docteur, voilà, j'ai une question pour vous. Au niveau de l'ADI, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, un parti qui s'intéresse vraiment à ce sujet-là. D'ailleurs, vous comptez tous les sujets qui intéressent vraiment les citoyens. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous, mais quand on est dans le cadre de ce thème-là, alors, et vous prévoyez même organiser une marche le samedi 6 août, 6 août 2016. Alors, j'ai une question à vous poser. Comment comptez-vous contraindre le Premier ministre à la démission? Oui, effectivement, c'est pour ça que nous sommes allés par palier. L'affaire a été révélée le mardi 26. Nous avons observé un temps de latence, juste pour observer la réaction des différents acteurs. Mais vu le silence qui s'installait, c'est en cela que nous avons pris les devants pour donner notre position sur ces révélations-là. Et donc, nous sommes en train de prendre des contacts avec d'autres députés pour introduire cette demande de l'enquête parlementaire. Ça, c'est un deuxième niveau. Le troisième niveau, ce serait d'organiser l'ensemble des acteurs majeurs pour que, effectivement, cette enquête soit faite, les responsabilités soient situées. Et donc, s'il y a d'autres actions à mener, vous les communiquerez. Mais la marche... Attendez, la marche... tout ça. Il finit d'abord. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Il finit d'abord. Vous aurez la parole. Laissez-moi aller. Les résultats vous contredisent. Non, vous allez faire comment? Laissez-moi aller jusqu'au bout. Oui, rapidement, docteur. Voilà. Je voulais dire que la marche du samedi n'est pas liée à ça. C'était une prévision depuis 2 semaines déjà. On a compris. Et donc la marche, peut-être qu'on va revenir sur ça, c'est une caravane qui va terminer par un meeting de sensibilisation sur la question des réformes, de la décentralisation et puis du projet de proposition de loi sur la déclaration de patrimoine et la lutte contre... Merci, on vous a compris. Alors Dimas, quel regard portez-vous sur la démarche du parti ADI par rapport concernant l'affaire du Premier ministre, l'affaire des parlementaires? Moi, je pense que ADI a mis la charrue devant le bœuf. Simplement parce que, avant de tirer les conclusions
il faut poser le problème. Maintenant, on tire les conclusions avant de poser le problème. On nous donne la solution avant de poser le problème. Je pense qu'on a mis la charrue devant le but. Hadi devait aller par palier, comme il le disait, et introduire une demande au niveau de l'Assemblée nationale, puisque c'est un parti parlementaire, obtenir une enquête parlementaire, arriver à la conclusion que le Premier ministre est impliqué réellement dans ce qu'on lui reprochait, et demander la tête du Premier. Très bien. Alors, on va vite évoluer. Si fait comme ça, on va revenir sur. On va revenir sur. Oui, mais il faut que je réagisse par rapport à ça. On va revenir sur la marche en fin de Oui, mais pas sur la marche. C'est la marche. Hadi n'a pas mis du tout normal. La charrue avant les bœufs. Avant les bœufs. Parce qu'il y a un raisonnement et bien justifié, bien argumenté, qui montre que même sans les enquêtes parlementaires pour situer la responsabilité du Premier ministre, il est coupable du fait qu'en tant que président du Conseil national de supervision de l'ITE, il laisse une entreprise minière jouir du statut de la zone franche. Alors, on va aller rapidement. Dimas, le 1er août, le gouvernement togolais a été légèrement remanié avec ce qu'on peut appeler l'éjection de celui qu'on considérait à tort ou à raison comme l'inamovible ministre de l'économie et des finances. J'ai nommé Adi Otet Ayassor, le ministre de l'économie et des finances, qui a occupé ce portefeuille pendant près d'une dizaine d'années. Est-ce que c'est une surprise? Je veux dire, est-ce que c'était prévisible que le ministre Ayassor soit débarqué du gouvernement ce 1er août 2016 pour être remplacé par un autre ministre qui était un ministre délégué chargé du budget dans le même ministère? Pour ceux qui sont, pour les profanes, c'est une surprise, mais pour ceux qui sont réellement au parfum du fonctionnement du pouvoir togolais ou du gouvernement togolais, ce n'est pas une surprise. Pourquoi? Parce que ça se préparait depuis, et dans les coulisses, ça se disait. Et c'était que même la récente remaniement ministériel qui a été effectué. Vous voulez dire le récent remaniement? C'était un lapsus. Vous avez dit la récente, le récent remaniement. C'était un lapsus. Oui, c'est le récent remaniement, j'allais dire. Le récent remaniement qui a été effectué, c'était clair que on trouvait un dauphin pour Ayassor, compte tenu du fait que son ministère est complexe, a entamé un certain nombre de réformes qui doivent être consolidées. On ne peut pas le sauter comme cela. Donc, on lui a placé quelqu'un. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que celui qui vient de le remplacer, Yaya, si vous visitez son bureau, vous allez voir qu'il n'a pas de cabinet. Il n'a qu'un seul secrétaire. Et tout son cabinet se retrouvait avec le ministre sortant. Le ministre sortant. Et avec qui il travaillait. Et si vous demandez tous les fonctionnaires de ce bureau, ils vont vous dire que les 3 dernières semaines-là, ce n'est que des discussions. Donc tout ça a été préparé. Voilà, c'était bien préparé. Donc ce n'est pas une surprise. Non, c'est pas une Docteur, voilà, est-ce que vous arrivez à vous expliquer la passion qu'a déchaîné et que continue de déchaîner finalement, on va dire, la sortie de ce ministre, le ministre Hadi Otet Ayassor du gouvernement? Est-ce que vous arrivez à vous l'expliquer, cette passion, cette euphorie-là? Oui, c'est vrai qu'il y a Quelles sont les raisons qui l'expliquent? Toute une euphorie qui s'est déclenchée depuis ce remaniement technique, selon les dires du communiqué. Non, il faut reconnaître que Hadi Otet Ayassor n'est pas n'importe quel ministre. C'était le grand argentier du pays. C'était le seul ministre d'État du gouvernement. Non, pour nous, contrairement à ce que M. Dimas vient de dire, pour moi, ça a été une surprise parce que, n'étant pas dans l'action gouvernementale, nous ne pouvions pas nous préparer à assister à ce remaniement du seul ministre d'État qui sort comme ça à partir du journal de 20h. Bon, peut-être qu'on ne pouvait pas être dans les secrets des dieux pour savoir ce qui se tramait au niveau du pouvoir. On a vu maintenant, pour pouvoir sanctionner un ministre par le passé, quand Faure Gnassingbé voulait le faire sortir du gouvernement, il a dit qu'il est mis fin à ses fonctions. Oui, bon, c'est vrai que en tout cas, je crois que moi, je veux pas parler du décret, mais normalement le nouveau ministre de l'économie et des finances, mais ce décret-là même, je crois on en a même discuté, toi et moi, on en a discuté. On ne va pas y revenir là maintenant.
Mais vous êtes surpris que le ministre Ayassor soit débarqué de cette façon. Oui, de cette façon, parce que on aurait pu, si on préparait quelqu'un pour le succéder, l'enrober dans un semblant de remaniement, parce que c'est le seul qui sort quand même du gouvernement. Bon, c'est pour ça que moi je mets toujours des gants quand il faut parler de ça. Pas parler de ça, parce qu'on va en parler. Interpréter pourquoi est-ce que s'il a commis une faute. Moi je fais une analyse en tant que politique. Tout à fait. Parce que le ministre Ayassor a fait, en tant que ministre de l'économie et des finances, des choix stratégiques budgétaires qui ne m'ont jamais agréé. Qui sont discutables. Oui. Très bien. Qui sont discutables. Merci beaucoup. Dans ce sens, alors, moi, je peux discuter. On se rappelle, en 2014, l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo, M. Nicolas Martinez, Berlanga Martinez, a critiqué la gestion en tout cas, le ministre, la gestion qu'a faite du ministère de l'économie et des finances, disant même que l'orthodoxie financière, je crois, c'était la principale raison qui liait le Togo à son partenaire qu'est l'Union européenne. On l'a même vu faire un tweet juste après l'annonce du remaniement ministériel par décret au journal de 20h sur la télévision nationale. Un tweet dans lequel il félicite d'abord le nouveau ministre, ce qui est tout à fait normal. Et on se rappelle également que le ministre Ayassor a toujours été, on l'a dit, c'est la presse. Dis-moi rapidement, je finis d'abord, parce que la presse a toujours accusé ce ministre-là de faire, comme il l'a dit tout à l'heure, des choix stratégiques fortement discutables. Il serait même entré plusieurs fois en conflit avec d'autres collègues du gouvernement en termes de gestion d'argent, en termes de débloquement ou de décaissement, j'allais dire, de fonds pour certains ministères et tout. Est-ce que tout ça là, voilà, on se rappelle aussi que dernièrement, l'Assemblée nationale avait interpellé 2 ministres, dont celui des Transports et le ministre des Travaux publics, j'allais dire, Nissao Nyofam, et Ayassor, qui était le ministre de l'économie et des finances, qui n'y était pas. Alors, ce remaniement, ou disons plutôt cette gestion du ministre Ayassor, est-ce que ça n'a pas quelque chose à voir avec toutes ces explications que je viens de donner? Absolument rien. Absolument rien. Vous savez, entre Berlanga et Ayassor, c'est une vieille histoire. Berlanga fait partie de ces colons-là qui, dans leur pratique, veulent marcher sur tout le monde. Le problème entre Ayassor et Berlanga est né le jour où Berlanga prend son téléphone pour le convoquer, pour l'appeler au dernier moment de venir. Ayassor dit: je ne marche pas comme ça. Si vous voulez qu'on se rencontre pour un certain nombre de choses, il faut nous donner le temps, il faut nous inviter à tel moment, on nous donne le temps, on voit notre emploi du temps et on répond. Alors, à partir de ce jour, Berlanga a trouvé qu'il y a quelqu'un qui marche sur lui et il y a un conflit qui est né ouvertement entre eux. Et à partir de là, c'est des sorties indélicates plutôt, qu'un ambassadeur se lève pour critiquer un choix économique d'un ministère des Finances, c'est extrêmement grave. Ce n'est pas l'ambassadeur d'un pays, c'est l'ambassadeur de l'Union européenne. Et on sait, mais on sait que même ambassadeur, si sa communauté qu'il représente ici n'est pas d'accord sur un choix politique, un choix économique d'un pays, on invite l'État et on discute au niveau de l'État. Il ne revient pas à l'ambassadeur de venir critiquer le choix politique ou économique d'un pays. Ce n'est pas bien. Et quand ça se passe comme ça, Ayassor, vous le connaissez, il est aussi un personnage. Ah oui, moi, il a été mon professeur, je le connais très bien. Au niveau du ministère, je le connais très bien. Il est d'une forte personnalité lui aussi. Il n'aime pas qu'on marche sur lui. Et pourquoi il entretient de bons rapports avec le FMI, la Banque mondiale, les autres institutions, et c'est avec Berlanga. Mais il semble que ces rapports avec ses collègues du gouvernement n'aient pas toujours été. La question, moi, je lui ai posée vis-à-vis. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Est-ce que vous pensez que moi, Ayassor, je suis trop puissant comme ça pour pouvoir empêcher mes collègues de jouir de leur ligne budgétaire? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que des gens, pas n'importe quoi, veulent rentrer dans leur ligne budgétaire, essayer de broyer cela, et quand ça finit, on veut qu'Ayassor fasse des gymnastiques pour combler ça, pour rapidement faire. Ayassor ne marche pas comme ça. Très bien. Docteur, parce qu'on exige une orthodoxie financière de lui.
Et vous pensez que si réellement Ayason empêchait les autres collègues de jouir de la dotation de leur ligne budgétaire, pourquoi il ne se réfère pas au chef de l'État? Pourquoi il ne se réfère pas au Premier ministre? Non. Quand on parle d'orthodoxie financière, moi, ça m'amène à nous ramener tous à la SCAP, qui est le document d'action du gouvernement, le document de programmation. Quand vous regardez tous les choix budgétaires qui ont été faits jusqu'à ces dernières années, ça n'est pas en concordance avec les priorités dégagées dans l'analyse de la SCAP. C'est pour ça que moi je dis en politique, ça me pose un problème. Ça nous pose un problème. Voilà, vous savez quoi? On aurait dû aller plus loin que ça, mais malheureusement, le temps est arrivé à sa fin. Je veux simplement vous dire merci d'être venu sur ce plateau pour apporter votre éclairage sur ces différents sujets. Dimas Dikodo, merci infiniment. Dimas Dikodo, directeur de Forum de la Semaine, Dr Kperkouma Wala, secrétaire général de l'ADI, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. Je rappelle que vous êtes professeur d'université, vous êtes scientifique au département de la faculté des sciences, FDS. FDS, précisément écologiste. Écologiste. Voilà, ça c'est une précision qui est très importante. Le monde vert. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Merci également à vous tous qui nous avez suivis durant ces 40 dernières minutes. C'est la fin de ce numéro de Face à Face. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de New World Info. À très bientôt.